euh, donc la nuit du 24 au 25, donc penser la guerre d'un point de vue politique. La guerre comme un moyen de régler des différends politiques. Ou plutôt ce que je voulais dire en fait par rapport à la guerre, c'est que finalement, sans faire appel à de grandes phrases ou à des pseudo-analyses stratégiques, etc., considérations un peu grandiloquentes, simplement la guerre est une chose qui n'est pas du tout romantique, qui n'est pas du tout, on pourrait dire, comme on dit, elle n'est pas photogénique. La guerre n'est pas belle, la guerre est moche. Alors quand la guerre se produit à un moment finalement où la grisaille règne, quand c'est encore l'hiver, et que c'est d'autant plus quelque part, ça semble, une guerre est en train de se dérouler, et pourtant ça semble presque irréel. La réalité devenant une irréalité. C'est quand même un renversement je sais pas, un renversement de point de vue qui est assez bizarre, qui interpelle de toutes les façons. La guerre est en train de se dérouler avec tout ce qu'on lui connaît, comme drame, comme destruction, comme crime, comme malheur, comme ce que la guerre fait aux populations qu'elle prive de leurs droits et à l'intégrité physique. Peu peut-être ont eu cette information des crimes commis par des GIs américains. Donc, pendant leur passage par la terre française, après le débarquement, il y a eu des cas nombreux de viols, évidemment, de crimes. Voici donc la guerre, même les libérateurs peuvent finalement se révéler, se comporter de façon indigne. Voilà, l'armée, c'est ça. Donc, est-ce que c'est le fait d'être tout près de la mort, de risquer sa vie, etc., qui autorise les militaires en armes finalement à se considérer comme hors la loi, comme finalement comme n'étant pas tenus par le code civil le code civil qui gère les relations entre les individus. Alors, la guerre, on a fini par la voir en photo. Une photo quand même de qualité, prise par un grand photographe. Peut-être qu'elle était un peu arrangée, la photo. Et puis, la guerre du Vietnam, on la connaît beaucoup par le cinéma. Et on connaît moins la guerre de Corée. Peut-être qu'elle était aussi monstrueuse, mais la guerre du Vietnam, c'est toujours évidemment le vert qui domine, pas l'orange. L'agent orange n'est pas allé jusqu'à changer la couleur des arbres, donc le vert domine. Et c'est plus, quelque part, c'est plus vivant que le paysage ukrainien. Le paysage ukrainien est un paysage presque endormi, un peu encore, et pas tout à fait sorti de cet endormissement naturel. Voilà le cycle des saisons. Donc on voit des choses devant nous et on a du mal à réagir. On a eu du mal à réagir à l'époque des événements de Bosnie, de la guerre, je ne saurais pas comment on l'appelait, d'extermination, de massacre, peu importe les termes
C'est une guerre contre des civils, voilà, se passant dans des lieux habités par des civils. Alors, ben, on pourrait dire que la Première Guerre mondiale, c'était la dernière guerre pendant laquelle des armées se faisaient face sur un terrain réservé à la guerre, réservé à la confrontation. Comme on pourrait dire, oui, à une autre époque bien lointaine, les armées peut-être s'accordaient sur un terrain ou un champ de bataille. Donc les populations étaient épargnées, sauf qu'elles n'étaient pas par la soldatesque, qui évidemment qui vivait sur l'habitant, qui rançonnait, voilà, qui se servait. Mais en attendant, la guerre était aussi l'affaire des professionnels, des mercenaires, des soldats qui se louaient. Alors, avec des codes, etc. Et là, on arrive dans une guerre totale. Aucun lieu n'est épargné. On détruit des cibles qui n'en sont pas. On détruit, une ville, on la rend inhabitable. Quel en est l'intérêt? Quel en est le bénéfice? Rendre une population vagabonde, errante, voilà ce qui se passe. La seule chose qui fait qu'on manque de réaction. On a manqué de réaction pour ce qui se passait en Syrie. On a vu les destructions sans nombre, destructions partout. Les plafonds qui s'étaient effondrés, et tout finalement, ce qui constitue le capital, l'assurance vie, quelque part, d'une famille ou d'un couple. Voici le bien le plus précieux que peut posséder un collectif humain réduit, c'est le lieu d'habitation et les affaires qu'il peut y avoir dedans. Donc ça peut être, nous ne parlons pas de l'aspect mémoriel, les souvenirs qui peuvent évidemment s'espacer sur plusieurs générations. Toutes les possessions, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, elles sont dans ce logement. Ce logement est détruit, éventré. On voit ce qu'il y a à l'intérieur. Une chose comme ça, exposée aux quatre vents, exposée à tout le monde peut se servir, tout le monde peut voir comment les gens vivaient. C'est une ruine on rend des habitats fiables, on les transforme en ruines inhabitables. C'est tout le paradoxe de la guerre. Après, on pourrait dire, oui, d'une certaine façon, on pourrait penser quelqu'un à se lancer dans une guerre, on pourrait le provoquer de toutes les façons possibles, il ne lui reste plus tellement de choix qui se lance dans la guerre. Une fois lancé dans la guerre, évidemment, il est désigné comme un agresseur. C'est toujours le même principe qui fonctionne avec la justice. On n'a pas le droit de se faire justice soi-même, etc. Le principe de vengeance n'existe pas dans le droit. On doit recourir aux autorités concernées. Il faut aller déposer plainte et obtenir réparation. Mais de là à aller se faire justice soi-même ou en s'aidant avec quelques personnes, c'est totalement interdit. Et voilà, donc quelque part, une guerre préventive, elle n'entre pas dans le cadre de l'acceptable ou il n'y a pas de guerre préventive. Donc celui qui fait la guerre, qui déclare la guerre en premier, il est agresseur, il mérite d'être considéré en tant que tel et que, évidemment, qu'il soit sanctionné autant que possible. Alors la guerre qui n'est pas belle, si comme le jour le plus long, comme voyez ces personnages qui ont de la consistance, qui ont du corps, toute cette mise en scène,
dans laquelle il y a des histoires humaines, il y a des rapports entre des personnages réels. On voit ce qui ressort de la guerre d'Ukraine, c'est des civils peut-être qu'on a habillés avec des vêtements militaires, avec des vêtements, des uniformes militaires. On constate qu'évidemment, ces uniformes ont changé de motif, que partout on commence à retrouver, qu'elles soient plutôt verdâtres pour évidemment pour des histoires de camouflage, ou plutôt allons vers le beige si quelque part quelque chose comme ça, si je rappelle ma palette, me rappelle bien ma palette de couleurs, il est possible que je me trompe, mais en tout cas, et il faut que les uniformes s'adaptent aux conditions environnantes. Alors, mais ce ne sont pas les uniformes qu'on a connus par le passé. Déjà avec les Américains, dans leur évidemment, les Américains, c'est éternels, soldats finalement, partie prenante ou à l'origine même d'énormément de conflits. Et voilà, c'était déjà quand ils sont passés dans les pays du Proche-Orient, ils avaient déjà changé de couleur d'uniforme, il y avait déjà une adaptation pour faire couleur locale. Alors voilà donc comment la guerre, pourtant elle concerne la mort des gens. Ça m'avait frappé avant qu'on commence à dire certaines choses. En Bosnie-Herzégovine, c'était des gens, comme on dirait aujourd'hui, blancs, habillés normalement. S'il fait bon, habillés petite chemisette, et puis un pantalon de jean. Soi-même, quoi, quelque part, quelqu'un qui vous ressemble trait pour trait. Voilà, habillé comme à la dernière mode, voilà, simplement, voilà. Et puis, il est là, face contre terre. Et il est, de l'autre côté, on voit pareil, des gens ordinaires, mais qui sont déjà plongés dans des situations tout à fait, surtout pas ordinaires. Le malheur peut quelquefois devenir presque... On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Alors c'est la guerre qu'on vit, euh, qu'on suit de près, et c'est les guerres qu'on ne voit que de façon indirecte. Moi, j'ai connu des guerres par le truchement de la bande dessinée américaine qui mettait en scène évidemment des commandos, etc. Je voyais le commando passer la lame et évidemment égorger une sentinelle. Bon, quelque part, j'avais pas l'impression de voir du sang gicler pour de vrai, j'étais pas horrifié. Voici donc la guerre. Et je me rappelle, c'est vrai, je me rappelle cette chose qui m'avait paru comme quelque chose d'horrible. Des Palestiniens assassinant, là aussi, à l'arme blanche, passant à l'arme blanche, toujours, la façon de faire des commandos. Donc, évidemment, ça fait partie des recommandations. Il faut tuer, il faut empêcher la sentinelle de donner l'alarme. Donc la réduire au silence. La meilleure façon, pas tirer une balle, etc., c'est le fil comme on appelle ça, la lame commando, en fait, qui est aussi qui a deux faces, enfin, une face qui peut évidemment comment dire, charcuter, je ne sais pas ce qu'elle peut faire, une lame plus ordinaire, et puis une lame en dents de scie qui peut, je ne sais pas quelle, en tout cas, peut être chargée de faire le plus de dégâts possible si jamais elle s'était plantée dans le corps de quelqu'un. Voilà, donc d'un côté, voici le danger de filmer. Les Palestiniens ont filmé.
Et puis, de l'autre côté, partout, c'est la même façon de faire. On tire pour tuer. On tire pour tuer. S'il faut tirer avec une balle très puissante pour faire exploser la calotte crânienne d'une personne, on tire. Moi, j'ai vu des Israéliens qui avaient tiré contre une manifestation de femmes. Il y avait une femme qui était allongée par terre, le cerveau à l'air. La balle lui avait fait exploser la tête, la boîte crânienne. Donc il y a ce problème. Bien sûr, ça m'avait atteint. Alors c'est une histoire d'image. Par exemple, un jour de la fête, comment dire, dans ce qu'on appelle la bande de Gaza, la prison à ciel ouvert Gaza, il y avait en fait la promotion de policiers. Les policiers avaient fini leur cycle de formation et ils étaient finalement, c'était comment dire, la cérémonie de délivrance, je ne sais pas quoi. En tout cas, ils étaient là, attroupés, parce que tout le monde était convoqué à cette cérémonie dans laquelle peut-être on allait mettre un signe, accrocher un signe, ou je sais, quelque chose qui ferait de vous un agent d'autorité. Et donc, les Israéliens ont bombardé et tué tous ces gens. Et par dizaines, des centaines de gens sont morts. Il n'y a pas d'image. Ou alors, s'il y avait des images, ils n'ont pas circulé. La question, c'est une question d'image. Évidemment, on a peu d'images sur ce qui a pu se passer au Vietnam, malgré tout. On a peu d'images. On a peu d'images sur ce qui s'est passé en Corée, ce qui s'est passé en Birmanie, ce qui s'est passé ici ou là. Par contre, on a des images, mais on n'a pas toutes les images. On a des images. On a du mal à se rendre compte de la nature de la guerre. C'est de mettre brutalement fin à la vie de quelqu'un. Ou alors de rendre quelqu'un, le mettre dans l'incapacité, le priver d'un membre, etc. Ou le priver des gens sur qui il avait l'habitude de compter. Donc on peut se retrouver seul. On était membre d'une famille, et, ben, on peut se retrouver du jour au lendemain sans famille. Donc c'est une forme de loterie, loterie du malheur, loterie, ce hasard très, très particulier. Donc la guerre n'est pas belle, n'a jamais été belle. Et tuer quelqu'un n'a jamais été une performance, et on ne peut pas esthétiser la mort. La mort, souvent, elle se passe dans des conditions horribles. Après, on peut mettre en scène, on peut romancer, etc. Ça reste alors l'odeur du sang humain, ou l'odeur du cadavre. Ça, on ne nous la transmet pas. Ça. Imaginons, en parlant d'image, que la première guerre, d'après ce que j'ai entendu, et peut-être ou 2 ou 3 fois, qu'il n'y a pas d'image des combats de la Première Guerre mondiale, la Première Guerre dite mondiale, ou dite aussi encore mieux, la Grande Guerre. Donc, parce qu'on n'avait pas pris. Mais on a simulé, on a fait semblant. Et tout ce que l'on voit, ce sont des simulations, et non pas des films qui étaient faits sur le terrain. Après, évidemment, le décor était là, c'était pas compliqué de faire semblant, de demander à des soldats de sortir, de se lancer à l'attaque en sortant de leur comment on appelle ça, non pas de leur tranchée, voilà. Et puis on pouvait faire tirer les canons, etc. Et voilà, ça donne l'impression qu'il s'agit de quelque chose qui a été filmé en vrai. Alors qu'en fait, voilà. Mais souvent c'est comme ça. Un document
quelque chose qui a été filmé peut devenir pallier l'absence d'un document. Donc ça devient un document au final. Mais nous pouvons filmer les choses telles qu'elles se sont passées ou les mettre en scène, peu importe. On ne verra jamais les choses telles qu'elles se sont passées. Et il y a l'odeur, il y a le temps qui fait, le froid, l'humidité, il y a toutes sortes de choses qui sont insupportables pour un être humain ordinaire, normalement constitué. Supporter la promiscuité, supporter la peur, à un moment, certains se sont réfugiés dans la folie, certains ont simulé, certains sont devenus fous pour de vrai, certains ont peut-être se sont mutilés, etc., etc. Et alors la guerre, elle n'est pas belle. Elle n'a jamais été belle. Et tous les gens, finalement, qui pourraient être contre la guerre en Ukraine, menée par la Russie de Poutine, est-ce qu'ils ont déclaré la guerre hors la loi? À partir du moment où on pourrait aller dans le sens de ce qu'ils sont en train d'entreprendre, d'une certaine façon alimenter la guerre et rallonger les confrontations, la durée, faire durer la guerre encore plus longtemps, en fournissant des armes à un camp. Bon, de toute façon, un camp peut-être moins armé que l'autre, mais quelque part, il va y avoir un équilibre qui permettra de faire en sorte que, voilà, toujours, d'avoir la capacité voilà, attaque, contre-attaque, etc. Et ça pourrait durer comme ça longtemps. Est-ce que une nation, comme on dit, a-t-elle déclaré, est-ce qu'il y a une nation qui a déclaré la guerre illégale, qui a finalement, même la guerre de défense, l'idée même d'envoyer des gens mourir pour des frontières ou pour une cause ou une autre, la guerre illégale, pour y dire on attend toujours cet ennemi qui viendrait par-delà l'espace, qui viendrait par-delà les étoiles, et qui nous unirait finalement dans un destin commun. Nous sommes capables de nous créer des ennemis de façon permanente. Il suffit simplement de frôler quelqu'un de trop près. Si on ne s'excuse pas, tout de suite, si c'est un homme, tout de suite, voilà, ça pourrait partir très vite. Il suffit de regarder une personne d'une certaine façon et qu'il considère que, quand on l'a regardé de travers, le potentiel guerrier, le potentiel agressif est là. Si l'on va comme ça, si l'on va ainsi des individus, on peut très bien parler des collectifs, et surtout les collectifs qui pourraient avoir un intérêt. Est-ce qu'il y ait des guerres? Ne serait-ce que pour maintenir la production des usines d'armement, ne serait-ce que pour subventionner ou financer les remplacements de matériel. Il y a du matériel qui devient obsolète, il vaut mieux qu'il serve à quelque chose plutôt qu'il soit envoyé à la décharge ou au recyclage. Donc, il vaut mieux qu'il soit utilisé. Et après, donc la France, si par exemple le pays qui est équipé ainsi, de cette façon-là, s'il est capable de payer les armes qu'il reçoit, c'est encore mieux. Ces armes étaient de toutes les façons peut-être promues à la destruction. Mais voilà. Donc ça permet de vider les stocks. Et voilà. C'est la même chose pour les usines. À un moment donné, quand il y a du stock, le stock coûte trop cher voilà, à tenir. Et donc il faut, parce que d'autres productions arrivent, il y a un processus qui veut ça. Donc on doit détruire pour de nouveau
pour remplacer, pour changer d'équipement. Alors, on aura la dernière version de l'arme en question et on vendra l'avant-dernière version ou l'avant-avant-dernière version. On ne vendra jamais la version qu'on l'on s'est réservée. Mais par contre, s'il y a quelqu'un d'intéressé, si quelqu'un est intéressé, alors pour ne pas rester trop longtemps sur la guerre, alors comment c'est assez bon, ça a permis, dans le cadre, la guerre peut être utilisée, comment dire, exploitée, instrumentalisée sur le plan intérieur. On peut dire que ça a servi finalement à la réélection partie de l'actuel et du nouveau, ancien et nouveau président de la République. Pourquoi pas, on pourrait très bien. Donc l'instrumentalisation. Donc le problème est toujours là. Il en va. C'est vraiment très très compliqué cette histoire. Le rapport de l'homme est avec la violence. Est-ce que l'homme est fondamentalement violent? Est-ce que l'on peut espérer qu'un jour l'homme soit un peu considère que la violence n'est pas la règle, ne doit pas être la règle pour essayer de rester en vie et d'obtenir satisfaction pour préserver son intégrité. D'une certaine façon, j'ai vu des cases qui ont été incendiées. C'est des cases donc circulaires. Donc c'est l'habitat le plus rudimentaire possible. Et quand même, je veux dire, les gens qui l'utilisent, cet habitat, ils l'auraient enlevé. Alors, quand vraiment, c'est des conditions assez rudimentaires. Et pourtant, c'est quand même, ça attire les foudres de certains. Alors, pour des questions de lieu de, comment on peut appeler ça, de lieu de les terres pour le bétail, enfin l'herbe, pour le droit d'usage des prés ou des zones naturelles, il y a un combat pour les ressources. Et ce combat justifie que l'on aille brûler les cases des gens. Donc, tuer, brûler, et un cycle de violence est ainsi initié. Peut-être une attaque entraînera peut-être une contre-attaque, une réplique, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, même dans les pays où il n'y a pas une vendetta bien installée, quand même, il faut un jour, voilà, il faut un jour réparer l'affront. Donc, voilà le problème. Le problème est est-ce que les ressources sont à ce point précieuses, rares, qu'il faille mettre en jeu la vie des gens, l'intégrité des gens et la stabilité mentale et émotionnelle et tout cela des gens, voilà, qu'on vient vous attaquer et finalement que vous courez le danger d'être oxy, voilà, soit de mourir dans votre case brûlée, soit peut-être de voir mourir un de vos enfants ou un de vos proches que vous aimez beaucoup, voilà, le voir mourir des suites d'un coup de Kalachnikov. Avant, c'était les lances, maintenant, c'est les Kalachnikov. Donc, les fusils automatiques, etc. Tout ce qui est fait pour accélérer le jeu de la mort, pour le rendre encore plus expéditif, encore plus percutant. Ça y va. Ça arrose, comme on dit. Alors voilà le problème de la guerre. Donc la guerre n'est pas belle à filmer, n'est pas belle, peut-être pas évidente à raconter. Comment raconter un drame? Vous êtes dans des conditions normales d'existence et ces conditions ne vous satisfont pas.
Mais pour cause de guerre, ces conditions deviennent finalement quelque chose vers laquelle vous allez tendre. S'il était possible de revenir à la vie d'avant. Mais la vie d'avant, elle était pas extraordinaire. Mais quand même, c'est mieux que maintenant. C'est mieux que maintenant. La guerre dans les camps de réfugiés, là, je sais pas, je suis pas à ma place. Un pays m'a accueilli très bien. J'en suis conscient. Mais quand même, rien ne vaut rien ne vaut le lieu de résidence, de naissance, etc. des gens. Les gens sont faits pour être de quelque part. Ils ne pas comme ça, ils ne sont pas faits pour voilà, comme ça, se déplacer. Imaginons que la personne qui vous accueille finalement finisse par se fatiguer de vous, alors vous êtes obligé de repartir chez quelqu'un d'autre, et ainsi, voilà, votre errance et il continue. Donc, la guerre, voilà, elle n'est pas belle. Finalement, bien sûr qu'elle permet de réaliser quelques avantages. Je ne sais pas de quel côté, c'est pas nécessaire de dire que ça apporte plus de résultats à un camp à un autre. Mais voilà. Donc, nous restons toujours dans une sorte d'étonnement et de questionnement. Pourquoi, pourquoi l'OTAN cherchait finalement à encercler la Russie. La Russie qui n'est plus soviétique, qui n'est plus offensive dans le sens classique du terme. La Russie n'est plus communiste, donc il n'y a plus de danger communiste. Alors, la Russie, c'est toujours un danger, qu'elle soit communiste ou qu'elle ait changé, qu'elle ait fait une régression vers, je ne sais pas, un État près d'avant le bolchevisme, et le stalinisme, est-ce que l'on pourrait dire que, voilà, la Russie est un pays un peu trop grand, trop puissant, il faut contrebalancer cette puissance, il faut lui faire contrepoids ou lui faire contre... Il faut toujours le garder à l'œil. Bon, à part évidemment la Syrie, mais qui se soucie de la Syrie? Qui se soucie de l'Afrique, de l'Afrique centrale? Qui se soucie même de la Libye? Que les Wagner et compagnie soient présents vraiment? Est-ce que quelqu'un a intérêt à ce que la situation se stabilise en Libye? Puisque finalement, la Libye n'exporte pas son désordre à l'extérieur de ses frontières. Et la Libye est beaucoup moins offensive, et beaucoup moins déstabilisatrice, beaucoup moins posant problème que du temps de son ancien dirigeant autoproclamé. Alors, quelque part, la situation intérieure, c'est vrai, est instable, mais le pétrole, si le pétrole est exporté, et on sait qu'il est de qualité, alors, c'est tout ce qui compte. Si on peut passer des contrats, on pourra attendre, d'accord, les contrats de reconstruction. Plus il y aura de destruction, plus il y aura besoin de reconstruire. Alors évidemment, c'est un marché qu'il faut savoir attendre. Il ne faut pas être pressé. C'est un marché qu'on va se disputer entre puissances, mais peut-être dans 10 ans. Que le temps que tous les guerriers, tous les chefs de guerre, tous les seigneurs de guerre se calment un peu ou qu'ils soient réduits au silence. Et après, on interviendra. Mais fondamentalement, la Russie, quoi? La Russie, évidemment, les Russes ont un problème de natalité, un problème de peut-être d'économie trop dépendante des exportations, ceci, en cela. Ils ont leurs propres soucis, parce que c'est déjà un continent en soi. Alors, exporter, qu'est-ce qu'ils ont à exporter?
l'orthodoxie, ils ont exporté quoi? La langue cyrillique, l'alphabet cyrillique, les langues slaves, qu'est-ce qu'ils ont à exporter? Ils ont à vendre des armes, mais tout le monde vend des armes. Je ne sais pas si les Suisses en vendent, mais tout le monde vend des armes. C'est un marché concurrentiel, ouvert, mondialisé, tout ce que l'on veut. Voilà, je vends, j'achète, et voilà. Euh, donc, on ne comprend pas. On comprend pas. Si la Russie était allée, peut-être, on pourrait dire, c'est trop rapproché des côtes américaines, vous revenez à Cuba, ou peut-être même, voilà, s'installer dans les Caraïbes, à la rigueur, on pourrait un peu, comment dire, prêter l'attention, un peu plus, rester vigilant, d'accord. Mais la Russie a-t-elle les moyens qu'avait l'Union soviétique déjà? Est-ce que la Russie a les moyens humains, voilà, de maintenir une présence conséquente, surtout les terrains voilà, de confrontation et de concurrence. Après, beaucoup de gens, évidemment, se retrouvent un peu embarrassés parce que la Russie, c'est quand même le pays, c'est un pays aussi européen que les autres. C'est un pays qui fait partie de l'ère culturelle, on pourrait dire, oui, d'accord, il y a l'orthodoxie, mais bon, c'est pas un pays si étranger que cela. Il n'y a qu'à voir le rayonnement de la culture slave, de la musique, etc. Ça fait partie de l'héritage et du patrimoine commun européen. Et on pourrait dire qu'il y a tant de choses qui rapprochent les Russes et les autres. Les Russes sont beaucoup plus proches des Européens que, par exemple, des Caucasiens ou des Géorgiens ou des peuples sibériens. Quelque part, il y a une proximité humaine, culturelle et peut-être et plus encore. Voilà, donc la guerre, et, on ne la comprend pas. On ne la comprend pas et souvent, le spectacle des destructions vous met en porte-à-faux. Vous voyez, qu'est-ce que vous voyez des choses. Si votre cœur ne se met pas à saigner, ben, vous considérez que vous n'êtes pas suffisamment en empathie. Vous manquez de ce qui fait la normalité de l'homme. Vous êtes un être anormal, un être insensible, et vous devez évidemment pleurer pour ceci. Et là, vous voyez un immeuble détruit, éventré, vous devez vous sentir malheureux, vous devez pleurer, vous devez vous sentir aussi atteint que ceux qui normalement ont été impactés par cette destruction, directement, les habitants de cet immeuble. Vous pouvez voir tout ce qui se passe devrait vous concerner. Mais voilà le problème, c'est une guerre d'image dans laquelle l'image est archi présente. Hein, ça fait toute la différence. Il y a donc une guerre dans la guerre. Une guerre d'image, une guerre de narration, une guerre d'histoire à raconter, de récits à transmettre, et voilà. Et évidemment, quand on a choisi un camp, on ne va pas commencer à douter de ce que le dit camp rapporte. On lui fait confiance. Voilà. Même si peut-être il peut faire preuve de propagande, de mensonge et de mise en scène, c'est pas grave, c'est le camp du bien. Là, de nouveau, on revient vers le bien et le mal, et peut-être pas l'empire du mal, mais on pourrait pas trop s'éloigner. L'empire du mal. N'oublions jamais, il y avait des gens qui gardaient un tropisme datant du temps de l'Union soviétique,
et qui finalement regardait la Russie toujours avec un peu de sympathie, un peu de sentiment de proximité. N'oublions pas que Poutine, l'ancien peut-être communiste, mais beaucoup de communistes ont tourné leur veste, je ne sais pas, 360 degrés, vraiment, et ressuscité tout le passé, j'allais dire, le passé de la Russie en tant que puissance orthodoxe, en tant que, voilà, les symboles de l'époque tsariste, etc. Toute cette, et la résurrection de cette époque, avec évidemment sans aucune distance. La période glorieuse, la vraie nature de la Russie, c'est d'être impérial, d'être orthodoxe, d'être gouverné peut-être par, je ne sais pas, un sauveur, un homme fort. Alors, quelque part, on a là, donc, alors que Poutine finalement a saboté des élections, notamment l'élection de Clinton. Madame Clinton, c'était beaucoup mieux que Trump. Évidemment, on ne sait pas ce que ça va devenir. Est-ce que ça va donner l'élection de Trump? Il pourrait y avoir un Trumpiste ou même un Trump revenant au pouvoir. Et donc, la catastrophe que cela pourrait constituer pour les dites démocraties. Quand même, il y a là un avenir, il y a la perspective d'un avenir très sombre pour le monde dit libre. Voilà encore le monde dit libre, une catégorie de pensée, un axiome quelque part qui est de nouveau reconvoqué pour servir. Là, non, non. Donc c'est vraiment un homme proche des autocrates, défenseurs des valeurs les plus rétrogrades possibles. Et donc, il encourage les mouvements les plus extrémistes, les plus ségrégationnistes, les plus racistes, etc. Donc, si quelque part on a conservé un peu de sympathie, faites attention. La Russie n'est plus l'Union soviétique. Et même l'Union soviétique avait énormément de choses qu'on pouvait lui reprocher, staliniennes et post-staliniennes, peu importe, brejneviennes, andropoviennes, peu importe, la Russie, voilà. Et il y avait tant de choses à dire sur ce capitalisme d'État, sur cette façon de fonctionner, etc. Sur cette, voilà, sur les orientations, voilà. Donc, la Russie, l'Union soviétique n'était pas un idéal que l'on pouvait recommander ou que l'on pouvait défendre. Donc, et on pourrait revenir même sur la pertinence d'avoir fait éclater une révolution anticapitaliste dans ce pays qui était peut-être par certains côtés engagé dans le système capitaliste, mais par un autre, par beaucoup de côtés, encore un pays agraire, encore un pays dominé par des modes de production pré-capitalistes, si l'on peut dire. Alors voilà, donc la révolution qui devait se produire en France pour donner plus d'émancipation à la classe productrice, à la classe ouvrière, la classe des producteurs, et puis permettre aux producteurs de devenir finalement les maîtres d'eux-mêmes, s'émanciper de l'esclavage que pourrait constituer le salariat, de finalement que le bénéfice soit un bénéfice partagé pour tous, partagé entre tous, et non pas finalement un bénéfice qui serait réservé à une élite ou à une minorité. Voilà, donc les bénéfices seraient répartis entre tous, collectivisés, on pourrait dire, ou socialisés, en tout cas, voilà. Donc, quelques éléments, je ne voulais pas un peu laisser passer l'occasion sans dire ces quelques mots, ces quelques propos sur la guerre, évidemment l'horreur vis-à-vis de la guerre,
vis-à-vis du malheur, vis-à-vis des drames et vis-à-vis de toute la souffrance, qu'elle soit ukrainienne ou qu'elle soit syrienne ou qu'elle soit indienne ou qu'elle soit évidemment ce que l'on voit. Et ce qui se passe en Inde, par exemple, comme persécution, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe au Cachemire, ce qui se passe partout. Aussi, le sort réservé à la minorité chiite, par exemple, dans plein de pays, des gens qui viennent se faire exploser dans des mosquées. Quelque part, il y a là quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Comment peut-on venir tuer des gens alors qu'ils sont entre les mains de Dieu, le même Dieu auquel on croit. Et on vient faire éruption dans cette rencontre. On peut tuer les gens si on considère que ce sont des ennemis, mais pas à l'intérieur du lieu censé être sacré, censé être à l'abri des conflits humains. Le lieu d'adoration du Seigneur. Voilà. On se rappelle que ces lieux, ce sont des lieux refuges et des lieux interdits à la force publique. Quelqu'un demande asile dans un lieu consacré, on ne peut pas venir, on ne peut pas l'y poursuivre. Voici donc quelque chose. Alors on vient tuer des gens qui sont en plein quelque part, qui ne sont pas armés, qui ne peuvent pas se défendre. Il n'y a pas lieu de se défendre dans un lieu réservé au culte. Et voilà. Voici ce que l'être humain est quelque part, et ce potentiel de violence, pour certaines fois, pour la violence révolutionnaire, ou la violence ceci, cela, peu importe les épithètes, ça reste de la violence. Voilà. Ah bah la guerre, ah bah la violence, ah bah, tout cela, évidemment.